Bonjour à tous, ça va être évidemment une gageure de présenter en quelques minutes les travaux qui ont été faits et remis le 25 octobre dernier par RTE pour répondre à la question du gouvernement qui était de dire nous avons une stratégie nationale bas carbone pour être une société à émissions de carbone net zéro en 2050 et maintenant comment y va-t-on? Alors, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer la méthodologie qu'a mise en œuvre, les principaux résultats. Je voudrais simplement dire que je me sens un peu en décalage avec l'objet de la réunion, qui est de travailler sur la précarité énergétique, même si c'est évidemment un élément de cadrage important, et que mon approche sera très globale et peu territorialisée, à l'inverse de ce que nous souhaitons faire dans la suite de la réunion. Néanmoins, j'espère que cela vous sera utile. Alors, effectivement, je me permets de commencer. Vous voyez, je fais des diapositives presque aussi remplies que celles du rameau, avec beaucoup de données à l'intérieur. L'étude qui s'appelle Futur énergétique 2050, elle est habituelle en termes de mission de service public de RTE, qui fait régulièrement des études prospectives, mais là, elle a pris une ampleur particulière puisqu'elle arrivait après la stratégie nationale bas carbone et qu'il a fallu presque 2 ans pour pouvoir travailler sur le sujet avec toute une série de partenaires. Je vous épargne les détails, mais beaucoup de réunions, beaucoup de concertations et beaucoup des acteurs qui aujourd'hui disent les scénarios qui sont présentés ne sont pas assez sobres ou pas assez ouverts à de nouvelles consommations liées, par exemple, à une réindustrialisation de la France. En réalité, ces scénarios existent, mais il a bien fallu choisir un scénario central. Eh bien, nous sommes alignés sur le scénario central de la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même sera révisée en principe tous les 5 ans. Alors, je voulais quand même vous donner quelques grands paramètres de l'étude. Je ne sais pas pour vous impressionner, mais c'est pour vous dire que c'est une étude qui a nécessité beaucoup d'itérations, beaucoup de données, beaucoup de travail. Il y a un comité scientifique qui l'a supervisé. Et voilà, c'est un résultat dont l'entreprise RTE est assez fière. Et on sait d'ores et déjà qu'il faudra le compléter et le remettre à jour régulièrement. Alors, sur l'évolution du climat, je vais rapidement. Nous allons sur les scénarios du GIEC et le scénario principal, celui des 2 degrés, ou encore appelé RCP 4.5, pardon. Sur le cadrage macroéconomique, alors ça, c'est pas évident, dire d'ici 2050 quelle sera notre croissance. Eh bien, en tout cas, on a pris des scénarios relativement prudents, puisqu'on parle de 1,3% de croissance par an, alors même que notre croissance de la population est positive. L'évolution de la consommation. Alors ça peut faire l'objet de discussions très importantes, très longues, et ces groupes de travail y ont bien clarifié les choses. En tout cas, un des facteurs importants, c'est de savoir qu'est-ce qu'il restera d'industrie en France en 2050. Le pari est qu'après des années de décrue très importantes et assez graves pour la souveraineté de notre pays, cette situation serait stabilisée à 10% du PIB. La production d'électricité. Alors, vous savez que c'est là-dessus que les débats sont les plus tranchés. En gros, entre ceux qui veulent profiter de la transition énergétique pour sortir du nucléaire, ceux qui pensent qu'au contraire, il n'y aura pas de transition énergétique efficace avec notamment un bilan carbone zéro en 2050 si on ne fait pas, si on ne maintient pas du nucléaire. En revanche, je viendrai tout à l'heure sur les points communs et en particulier, l'idée est de passer à un monde post-pétrole. Ensuite, les moyens de flexibilité. Alors, ce terme barbare de flexibilité n'a rien à voir avec la flexibilité du marché du travail, mais ça signifie que, premièrement, nous pouvons compter sur les productions et aussi les débouchés des pays voisins. Et nous travaillons en fait d'emblée au niveau européen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les interconnexions du marché de l'électricité français avec ses voisins. La flexibilité de la demande, ça veut dire que nous allons apprendre dans les années qui viennent à, en le sachant ou en ne le sachant pas, souvent en ayant programmé à l'avance ce genre de choses, nous permettrons à un certain nombre d'acteurs de faire en sorte que nous consommions moins à un moment donné que nous ne l'aurions fait spontanément. Je vous donne un exemple, ça existe déjà en Californie. Les opérateurs électriques sont capables de débrancher à distance les climatiseurs quand la demande d'électricité est trop forte.
L'idée est de faire un peu la même chose s'agissant, par exemple, demain en France, de la consommation d'électricité pour les véhicules électriques. C'est quelque chose dont nous reparlerons. Il y a aussi le contexte européen. Je vous l'ai dit combien nous étions intégrés au niveau européen et l'hypothèse de base du scénario est que les autres pays réussissent leur transition. Donc, ils atteignent leur objectif et eux aussi atteignent en 2050 une économie zéro carbone net. Enfin, quelques composantes du chiffrage économique. Il a fallu en particulier prendre le coût du capital. Tout ce dont nous allons parler dans la transition énergétique demande beaucoup d'investissements. Pas nécessairement des coûts élevés ensuite chaque année pour l'exploitation du système, mais beaucoup d'investissements. Ces investissements sont financés par l'emprunt. Si l'emprunt est cher, la transition énergétique est plus chère. Alors, le fonctionnement du modèle utilisé, excusez-moi, je suis bien conscient combien c'est technique, mais c'est important parce que je crois que nous en avons parlé pas mal ces derniers mois et nous continuerons à en parler beaucoup. C'est d'abord le référentiel climatique, hein, savoir comment régionalement va se décliner les scénarios du GIEC. Ça va être aussi les chroniques de disponibilité des moyens thermiques de production. Alors ça veut dire connaître par des analyses statistiques et rétrospectives comment on pouvait compter sur tel ou tel moyen de production au fur et à mesure du temps. Et donc, on l'a fait sur les 30 dernières années. On a des données très complètes au niveau français et européen sur ces sujets-là. Ainsi que les chroniques de production des énergies renouvelables, bien sûr, même chose. On reprend les productions des 30 dernières années. Et enfin, les chroniques de consommation, ça c'est bien suivi également. Et enfin, les flexibilités et les couplages sectoriels. Alors, les couplages sectoriels, pour vous donner un exemple, c'est entre l'électricité et les systèmes de réseaux urbains de chaleur. En France, la plupart des réseaux urbains de chaleur ne sont pas chauffés à l'électricité, mais sachez que, par exemple, en Scandinavie, ça va être de plus en plus le cas. Bon, il y a une situation européenne dont je vous ai déjà parlé de très grande interdépendance. Et enfin, ça nous permettra de voir ce qu'il conviendra de faire, c'est la ligne à droite, c'est la colonne à droite, en termes de réseau pour s'assurer que l'électricité arrive partout, en termes de flexibilité, par exemple de stockage dont nous aurons besoin, mais également des questions de coût, et on en parlera à l'occasion de cette présentation. Alors, le sujet numéro 1, c'est comment faire pour que le système énergétique devienne zéro carbone net en 2050 sans, et je vraiment le souligne, sans dégradation de la qualité d'approvisionnement. C'est-à-dire en n'ayant pas plus de problèmes aujourd'hui pour, quand on appuie sur un bouton, avoir l'électricité, quand on veut mettre un chauffage, avoir la chauffage, quand on veut recharger son véhicule, s'il est électrique, pouvoir disposer de cela, etc. Et que l'industrie, par exemple, puisse disposer de l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Alors, le point important, vous voyez, il y a une coupure au milieu, c'est là où on en est aujourd'hui. Vous voyez que l'énergie totale du système électrique, oh non, là c'est bien total en fait. En France était à peu près à même niveau, autour de 1500 TWh de consommés chaque année depuis 30 ans, 40 ans. Mais là, qu'il va falloir vraiment inverser les choses pour que, et on le voit, le gris foncé, c'est-à-dire le charbon, disparaisse, le gris clair, c'est-à-dire le pétrole, disparaisse, que les gaz gardent une place assez importante, mais dans la mesure où une proportion sans cesse croissante de ces gaz seront renouvelables. Et la question, c'est, vous voyez, l'électricité en France aujourd'hui, c'est le jaune du nucléaire, plus un gros trait bleu au-dessus, plus quelques petites affaires. Comment on fait pour que l'électricité comble tout ce qui est en rose, là? On a 30 ans pour le faire. Ça a l'air peu de choses, mais les systèmes industriels sont très longs. Alors, l'univers de l'étude, c'est, je vous le disais, la stratégie nationale bas carbone. En gros, vous voyez aujourd'hui 1600 TWh. Il s'agit d'être en 2050 à 930 TWh. Ça signifie beaucoup d'économies d'énergie, hein, qui sont toujours au programme. Quoi qu'il arrive, nous aurons beaucoup d'économies d'énergie à faire. Parfois, on l'appelle même sobriété quand on veut dire qu'on va changer nos usages de l'énergie. On va renoncer à un certain nombre de consommations qui ne sont pas totalement utiles à une
certaine différence à la consommation de l'énergie, parce que toute l'énergie qui est consommée aujourd'hui, on sait qu'elle émet des gaz à effet de serre, et comme il faut tendre vers zéro, eh bien on va réduire notre consommation, l'énergie non consommée étant la première des économies d'énergie. Alors, ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est que une très grande partie de l'énergie que nous consommons aujourd'hui est une énergie fossile. Elle devra être entièrement remplacée en 2050, soit par l'électricité, soit par des énergies renouvelables du style, je le disais tout à l'heure, gaz renouvelable. Voilà pour le premier problème. Donc, faire face à la demande d'énergie avec une énergie décarbonée. Un deuxième problème qui a l'air très spécifique s'agissant de l'électricité, mais qui en réalité nous impacte tous. C'est remplacer le parc nucléaire de seconde génération. Alors, comme vous le voyez, on est en 2020, là, par exemple, et on voit que l'électricité nucléaire représente l'essentiel. La production demain va diminuer de fait. On a commencé à fermer quelques centrales, par exemple Fessenheim, et ça va continuer au fur et à mesure qu'elles seront déclassées par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc un jour, vous voyez, on arrivera à zéro. Zéro, sauf si on relance un programme nucléaire. Vous l'avez entendu la semaine dernière. C'est en tout cas l'intention d'Emmanuel Macron. Et c'est également ce que un certain nombre d'autres hommes politiques prévoient pour l'avenir. À l'inverse, comme vous le savez, d'autres candidats proposent la sortie du nucléaire dans les années qui viennent, même si la date n'est plus vue à 2035, mais à plus loin. Alors, ces deux défis, et c'est ma dernière diapositive, donc ça, j'ai presque fini, aboutissent à un modèle économique qui est résumé dans cette diapo, où on a 6 scénarios. Parmi ces 6 scénarios, pour être tout à fait clair, le N2 est pas très loin de celui qui a été annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas mal de nucléaire, mais pas encore énormément, hein, en définitive juste 50%, alors qu'aujourd'hui on en est à 70-75%. Par ailleurs, des coûts de flexibilité, en particulier de stockage, pour prendre cet exemple-là, de stockage de l'électricité, qui sont modérés. Hein. Si on avait été sur les scénarios toute énergie renouvelable, c'est par exemple le M0 tout à gauche, on aurait eu le coût de développement de ces énergies renouvelables, et puis en rouge, des coûts de flexibilité importants, hein, parce que on a besoin de pouvoir ajuster soit la production, soit la demande à cette disponibilité de l'électricité renouvelable. Or, comme vous le savez, elle est moins disponible quand il y a moins de soleil, moins de vent, moins d'eau, etc. Voilà pour les coûts. J'aurais voulu vous souligner que, curieusement, ces scénarios ne sont pas extraordinairement différenciés en termes de coûts. Il n'y en a pas un qui est 2 fois plus cher que les autres. Il y a une fourchette entre 59 et 80. Je voudrais vous rassurer, il y a eu évidemment beaucoup de tests pour essayer de voir si, selon les taux d'intérêt, selon le coût des matières premières, etc., tout ça variait beaucoup. En réalité, ces chiffres sont assez robustes. Ça peut paraître curieux, mais s'il n'y a pas de catastrophe industrielle, normalement, on devrait être dans des ordres de grandeur qui sont proches de cela. Alors, de toute façon, on aura besoin d'énergie renouvelable. Hein. Vous voyez que même le scénario le plus à droite, avec le plus de jaune nucléaire, prévoit quand même une bonne part de gris. Et il faudra aller au rythme, non pas que nous avons connu ces 10 dernières années, mais au rythme que l'Allemagne a connu sur les éoliennes et le solaire, ou que l'Angleterre a connu sur l'éolien offshore, ce que nous n'avons pas fait en France ces dernières années. Donc, je vais conclure. Sur les coûts, je voudrais vous rappeler que l'électricité paye l'électricité, que c'est un système énergétique et économique qui s'autofinance complètement. Hein, on n'est pas sur des systèmes comme le système de transport où on a besoin de pas mal d'apports de subventions publiques. Je voudrais aussi vous rappeler que ces scénarios vont être difficiles à mettre en œuvre. Il va falloir aller très vite, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui sur les énergies renouvelables, quel que soit le scénario, mais même sur le N2 qui a été présent, enfin, qui est proche de celui qui a été présenté la semaine dernière, mais que tous sont possibles techniquement et économiquement. C'est quand même la bonne nouvelle. On aura les matières premières pour le faire, sauf catastrophe énorme, on aura les technologies pour le faire et on l'aura à un coût raisonnable. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, le marché de l'électricité, c'est 50 milliards d'euros par an.
Demain, le moins cher possible, le scénario N03, ça ferait 59. Plus cher, disons 80. Je vous rappelle que ça sera dans un monde en 2050 où nous n'aurons plus de facture de pétrole, plus de charbon, plus de fuel et peut-être plus de gaz. Ou si c'est du gaz, ça sera du gaz renouvelable. Donc voilà un peu la situation où nous en sommes. La facture énergétique des Français en 2050 ne sera pas nécessairement plus lourde qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire à ce stade.